Bien-aimés frères et sœurs, nous vous saluons dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous pouvons rendre grâce à Dieu pour le mouvement des hommes de valeur qui a été lancé dans le ministère du Centre international d'évangélisation par notre excellent Père spirituel le 8 mars dernier. Et ce mouvement des hommes de valeur a commencé ses activités et nous voulons aujourd'hui, avec la collaboration de tous ces bien-aimés frères qui sont sur ce plateau aujourd'hui, nous voulons parler donc de ce mouvement des hommes de valeur en certains points critiques qui concernent donc la vie de ces hommes, mais aussi la vie des familles, parce que dans toute famille, il y a d'abord un homme. Et puis tout le reste, nous verrons par la suite comment aborder des questions qui se rapportent donc à ce mouvement. Et pour cela, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau le docteur Chou, Daniel. Bienvenue, docteur Chou, une fois de plus sur ce plateau. Merci maman, merci beaucoup. J'ai été là pendant le lancement de ce programme. Ah oui, c'est vrai. Pour moi, vraiment, c'est quelque chose de magnifique. Ouais. Merci de m'avoir invité sur ce plateau. Merci, docteur. Et j'ai à ma droite le pasteur Josué Oumarou Ouedraogo, qui est très actif dans ce mouvement des hommes de valeur et qui a beaucoup travaillé sur la conception des documents avec donc la collaboration de tous les groupes concernés. Donc bienvenue, pasteur. Merci maman de nous recevoir sur votre plateau pour parler donc de ce mouvement des hommes de valeur. Et c'est une joie pour moi d'être entouré avec tant d'hommes sur ce plateau aujourd'hui. Okay. Et donc je reçois aussi notre bien-aimé fils Kambou Raphaël, qui est en charge de ce qu'on appelle dans le mouvement des hommes de valeur, les JOHB, c'est-à-dire les Joseph hommes de bien. Mais il faut signaler que Kambou Raphaël est à la tête de toute cette grande section des JHB, jeunes hommes de bien, et des JOHB, Joseph hommes de bien, qui est l'équivalent des PDG pleines de grâce du côté donc des femmes, et où on a les PDG simples et les PDG plus. Et donc, Kambou Raphaël est à la tête de cette section du côté donc des hommes. Et donc, bienvenue sur ce plateau. Merci maman, merci pour l'honneur que vous nous faites de nous accueillir dans votre plateau. Oui, merci. Et aussi nous avons notre excellent fils Sommet Évrard qui prend part donc à cette émission et qui aussi est très actif dans le mouvement des hommes de valeur. Donc, c'est une joie pour moi aujourd'hui d'être entouré de tous ces hommes, docteur. Cela pour votre sécurité, maman, et pour vous accompagner dans ce grand mouvement que vous avez commencé avec papa. Cela n'arrive pas souvent et donc pour commencer, je crois que nous devons rendre grâce à Dieu pour cette vision des hommes de valeur et aussi reconnaître le leadership remarquable de notre Père spirituel qui, à un moment donné, a trouvé bon que ce mouvement des hommes de valeur soit mis en place. Et donc, nous sommes tous en train d'accompagner ce mouvement des hommes de valeur. Et c'est pourquoi aujourd'hui, il est bon qu'on puisse en parler. Et d'entrée de jeu, il est bon que nous puissions statuer sur même la pertinence de ce groupe des hommes de valeur. Et pour tout dire, depuis le 8 mars dernier, comme nous venons de le dire, ce mouvement est lancé. Mais l'intérêt de ce mouvement, c'est de faire en sorte que les hommes puissent réellement prendre leur place dans le plan de Dieu au niveau donc de l'église locale, de notre église locale, mais partant de tout le Centre international d'évangélisation. Parce qu'à un moment, on a même senti un peu une sorte de déséquilibre. Oui. Parce que les femmes, le mouvement des femmes de destinée qui a fonctionné depuis 2010 et qui aujourd'hui a eu une longueur d'avance par rapport aux hommes, par rapport à des enseignements, à une structuration, des activités qui ont permis aux femmes vraiment de se positionner sérieusement et
dans le ministère de façon générale, mais qui avancent aussi avec un certain niveau de formation. À un moment, on a senti une sorte de déséquilibre. Et on a vu qu'il fallait, de l'autre côté, le mouvement des hommes de valeur pour faire l'équilibre et faire en sorte que les hommes puissent vraiment prendre leur place comme il faut dans tous les secteurs de vie. Donc, aussi bien dans leur famille que dans, au niveau donc, de l'Église et à plusieurs autres niveaux. Donc, première question, peut-être que, pas une question en tant que telle, mais je crois que le pasteur Oumarou, qui a beaucoup accompagné ce mouvement, jusqu'ici, peut-être peut parler un peu de la structuration, pasteur Oumarou, la structuration de ce mouvement, pour nous permettre donc de nous fixer sur un domaine qui sera l'objet de cette émission. Okay. Voilà. Merci maman. Depuis le lancement le 8 mars 2021 par le visionnaire qui est notre père spirituel, en tout cas nous sommes mis tout de suite à la tâche. Un comité de réflexion a été mis sur pied et nous avons commencé à voir comment organiser le mouvement des hommes de valeur. À ce jour, nous avons en gros 3 groupes, 3 sous-groupes. Il y a les hommes en activité, les hommes en âge d'activité, composés des JHB, les jeunes hommes de bien, et les Joseph, hommes de bien, les JOHB. Le deuxième groupe, c'est les hommes en milieu de vie. Ils sont composés des hommes de 18 à 45 ans et qui sont vraiment actifs, soit mariés ou non encore mariés. Et le dernier sous-groupe, c'est les Caleb, les hommes en âge d'or, donc 60 ans et plus, qui sont considérés comme des hommes qui ne sont pas à la fin de leur vie, mais qui ont amorcé la dernière étape de leur vie et qui ont à partager une expérience avec donc, ceux qui les suivent. Donc voilà grosso modo. Et aujourd'hui, sur ce plateau, je crois qu'on va mettre l'emphase sur les JOHB, les jeunes hommes, les Joseph hommes de bien, qui est un groupe en activité. Qui dit activité dit bien sûr des expériences qu'ils mènent à tout bout de champ et qui, parlant d'expérience aussi, il faut dire qu'il y a des situations, des défis qu'il faut relever. Et je crois que vous faites bien de nous convier pour en parler aujourd'hui. Merci. Donc, je bénis vraiment le Seigneur pour l'opportunité qu'il nous donne de parler vraiment de ce mouvement des hommes de valeur. Et il faut aussi dire que par la grâce de Dieu, nous avons pu élaborer le document de politique des hommes de valeur, et ce qui est un document cadre qui va guider toutes nos grandes actions en matière donc, de ce domaine. Voilà. Donc, la première peut-être question, c'est quelles sont les principales difficultés que nous constatons, surtout par rapport à ce domaine des hommes? Parce que peut-être que je serai là surtout pour faire l'arbitrage, mais Dr Chou, peut-être que je vais vous donner l'occasion. Oui. Merci maman. Selon le pasteur Oumarou, je suis un Caleb. Je suis un Caleb. Voilà, mais apparemment, on va parler de Joseph, donc des jeunes. De 0 à 15 ans de mariage. De 0 à 15 ans de mariage. Donc, je vais parler de mon expérience passée. Hein, parce que maintenant, je suis un Caleb. Mais je dois dire que vraiment, les hommes sont bénis d'être les leaders de leur foyer. Amen. Vraiment, c'est une grâce que le Seigneur nous a donnée. Tout à fait. Mais être chef du foyer est une grande responsabilité. Ouais. Et je lance le bal en disant que l'homme est premièrement le chef du foyer, mais deuxièmement, il est un mari, et donc il doit prendre soin d'une femme, et troisièmement, il est père, donc il doit prendre soin des enfants. Donc nous voyons qu'il doit diriger le foyer, mais il doit prendre soin de sa femme, et il doit prendre soin de ses enfants. Exactement. Et je crois que nos jeunes mariés vont nous donner comment ils sont en train de jouer ces 3 rôles pour conseiller les autres qui nous écoutent. Et ça nous amène tout droit sur Raphaël Kambou, qui est le grand coordonnateur de ce domaine des Joseph hommes de bien, donc les jeunes couples de 0 à 15 ans de vie de mariage. Voilà. Et donc, je voudrais simplement
te poser la question de savoir si aujourd'hui on vous demandait quels sont les défis, surtout dans ce domaine, surtout dans ces jeunes couples, les principaux défis. Qu'est-ce que vous direz? Merci beaucoup, maman. Alors, comme le docteur Chou l'a dit, les hommes sont les leaders de leur famille et cela implique une très grande responsabilité. Et ce qui amène les hommes parfois à assumer des responsabilités que parfois pour lesquelles ils n'ont pas forcément la bonne appréhension ou la bonne compréhension. Et ça amène des grosses difficultés dans la famille. Et les premières difficultés qui arrivent, en tout cas le constat qui est fait, c'est que d'entrée de jeu, il y a un problème de communication au niveau des jeunes couples. C'est ça. Soit parce qu'ils ne se connaissent pas bien, soit parce qu'il y a un problème de caractère qu'on découvre tout de suite quand on rentre dans le foyer. Soit on n'a pas anticipé assez les différences qu'il peut y avoir entre une femme et un homme, ce qui amène beaucoup de difficultés de communication qui posent beaucoup de problèmes. Et ces difficultés de communication engendrent aussi d'autres difficultés en cascade qui font qu'il y a une certaine tension qui naît à la maison et une méfiance qui naît, de telle sorte que l'harmonie est remise en cause. Voilà à peu près, grosso modo, c'est que les jeunes couples rencontrent comme difficulté. Il y a bien d'autres difficultés, mais d'entrée de jeu, voilà ce que je peux dire. Et je crois que la réaction de Raphaël me ramène un peu sur la question même de la préparation au mariage, parce que tout ce que Raphaël vient de dire me fait dire donc qu'il faut une bonne préparation en amont pour qu'en début, c'est-à-dire dans cette phase de 0 à 15 ans de mariage, que les difficultés soient minimisées. Parce que l'essentiel de ce que Raphaël disait, c'est le grand problème de communication qui fait que beaucoup de choses ne vont pas donc, dans les couples. Et je pense, je ne sais pas si, docteur, vous avez quelque chose à ajouter à ça, les grandes difficultés, pour qu'on puisse... Oui, maman, je crois que je vais juste commencer par mon témoignage. Et je crois que mon témoignage va aider ces jeunes chefs de famille. En réalité, avant que je me marie, je croyais que j'étais un homme fantastique. Ça veut dire que j'avais un paquet d'amour et je me disais que la femme qui allait m'épouser allait être vraiment chanceuse parce que j'allais lui verser tout cet amour, paquet sur elle. Et donc, mais finalement, le Seigneur m'a donné une femme vraiment fantastique. Mais pendant les 2 premières années, je me rends compte que je n'étais pas cet homme que je pensais être. On a commencé, il y avait un problème de tempérament, donc caractère. Moi, je suis agressif, je parle vite, j'attaque vite. Mais ma femme est calme, mélancolique, elle analyse tout. Et puis, quand elle parle avec une sagesse profonde. Donc, on s'est vu que quand on s'est mariés, dès qu'il y avait un petit problème, je communique vite, j'attaque, mais ma femme va analyser la chose et elle va me ridiculiser. Et je dis, mais non, ce n'est pas l'homme qui doit être ridiculisé. Donc, après un certain moment, donc, je cherchais comment me défendre. Donc, je décide que, OK, quand elle va faire la première heure, je veux garder. Deuxième erreur, je veux garder. Jusqu'à 4, et maintenant, je veux l'affronter. Je veux dire, tu as fait telle chose, telle chose, telle chose, telle... Est-ce que tu as encore à dire? Donc, finalement, vous comprenez que la communication chez nous n'était pas la communication des amoureux, mais c'était plus qui a raison, qui a tort. Et effectivement, beaucoup de jeunes qui se marient sans avoir été conseillés vont commencer à avoir ces problèmes de communication à cause de leur tempérament, à cause de leur culture, à cause de la gestion financière, à cause de comment prendre soin des enfants, à cause des différentes habitudes alimentaires, et à cause de comment se jouir des rapports sexuels. Donc vous allez voir que, en réalité, dans un de mes livres, j'ai dit ceci. Si l'amour est le moteur du mariage, la communication est l'huile du moteur. Ah oui. Ça, c'est bien. Et la tolérance et le pardon
font l'eau qui refroidisse le moteur. Donc, vous voyez, la communication est primordiale. Et ça joue un rôle dans beaucoup de choses. Ouais. Mais ce qu'il faut dire, hein, je crois que nous sommes tous d'accord pour cela, c'est que les premières années de vie conjugale ne sont pas forcément évidentes, ne sont pas forcément faciles. Parce que comme Raphaël l'a dit tantôt, c'est le temps où les gens apprennent aussi à se connaître. C'est ça. Et il y a des côtés que chacun peut-être a cachés Voilà. avant le mariage, Tu vas commencer et qui commencent à se découvrir. Voilà. Et au même moment, il faut savoir comment chacun veut, c'est-à-dire est à l'aise pour communiquer et aborder des questions pour résoudre les problèmes. Est-ce que Évrard a un mot à dire, Sommet? Oui, merci maman. Je pense que ce que le docteur a dit est très capital. En réalité, il y a la méconnaissance de ce qui se passe dans le mariage que beaucoup de jeunes ignorent. Ils ne le savent pas. Donc, du coup, par exemple, on prend la tolérance, le pardon. Ce sont des choses que nous devons apprendre à vivre, à accepter. Et là, quand on intègre le mariage, en ce moment, les choses deviennent un peu plus faciles. Et le caractère est forgé en ce moment aussi. Et nous pouvons facilement vivre ensemble. Voilà. Donc, en gros, ce sont des choses que les gens ignorent. Ils ne savent pas exactement ce qui se passe dans le mariage. Donc, il y a des béavas. Je me dis que le jeune qui va rentrer dans le mariage doit, en tout cas, savoir quelque chose. Et le pasteur Boumarou, Oui. je sais que vous avez suivi quand même un peu ces différents groupes et on vous voit souvent en train de travailler sur les éléments, les fondamentaux de ce groupe, comment ce groupe doit fonctionner, surtout avec Raphaël. Oui. Et je sais que vous avez un regard sur leurs difficultés, Tout à fait. parce que ce que Raphaël vient de dire, c'est-à-dire ça englobe beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Maintenant, quels sont les points saillants? Avant qu'on demande à Raphaël de préciser certaines choses, parce qu'au moment où nous précisons certaines choses, il faut qu'on dise ce qu'on pense aussi des solutions. Tout à fait. Je remercie le docteur Sou pour son témoignage qui vient éclairer en tout cas assez le sujet. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a gardé ce groupe d'âge de mariage compris entre 0 et 15 ans pour en faire un groupe spécifique dans le mouvement des hommes de valeur. Parce qu'on se dit qu'à cet âge-là, on construit son couple. Et tout qui dit construction, dit erreur, dit tâtonnement, ainsi de suite. C'est pourquoi il y a beaucoup de défis, en tout cas à relever dans ces 15 premières années de vie de mariage. Et on s'est dit que dès que l'homme ou le couple atteint les 15 ans et dépasse les 15 ans, on peut se dire qu'il y a une stabilité qui commence à voir le jour. Alors, à l'intérieur donc de ce groupe, il y a beaucoup, et je peux dire que c'est le nid des difficultés au niveau des hommes tant que des femmes. En tout cas, ce groupe-là regorge beaucoup de difficultés. Nous les écoutons, nous voyons comment les interactions entre l'homme et la femme engendrent pas mal de difficultés qu'il va falloir résoudre. Et je crois que la communication n'est que l'entrée des difficultés. Parce que dès qu'il y a défaut de communication, il faut s'attendre par effet de ricochet à d'autres problèmes qui vont naître. Il y a en plus le problème de la gestion financière. Et par expérience, je me suis rendu compte que beaucoup de couples, leurs difficultés commencent au niveau de la gestion financière. Quand l'argent commence à se faire rare, ou bien quand monsieur sort beaucoup pour s'occuper de la gestion du foyer, vous savez que ce n'est pas facile de dépenser. Hein. N'importe qui, quand il sort beaucoup, à un moment donné, il se dit, mais tiens là, pourquoi c'est moi celui qui dépense? Pourquoi chaque fois c'est comme ça? Et c'est ça qui, en tout cas, engendre les problèmes dans ce groupe-là de manière spécifique. Donc, je crois que la mise en place de ce sous-groupe-là est vraiment la bienvenue. Parce qu'au fur et à mesure que nous allons évoluer vers l'équilibre, on est en train de mettre en pratique la politique qui est presque achevée. Maintenant, après donc qu'elle sera validée, nous allons véritablement entrer de fond dans le fonctionnement de chaque sous-groupe. Et ce groupe-là est le premier sur lequel il faut mettre vraiment l'accent parce que les gros problèmes sont là-bas, les problèmes de couple. Et, oui, docteur? Si vous permettez,
peux rebondir sur ce que le pasteur Omarou a dit et les autres pour ajouter un plus. En réalité, dans nos études de la vie des couples, cette période, nous avons caractérisé de 2B. De 0 à 2 ans, nous avons dit que c'est une période de bataille. Ah, ouais. En réalité, bataille veut dire quoi? C'est la romance, mais pénible. Ouais. On se jouit du mariage, Voilà. mais il y a tellement de problèmes qu'on doit résoudre. Donc, la romance est pénible. Ouais. Maintenant, après 2 ans, de 2 ans à 10 ans ou de 15 ans, c'est maintenant ce qu'on appelle la période du bain. On bain. se lave. Ouais. Donc, c'est le moulage. Ouais. Et c'est l'intimité. C'est un moment où on commence à se comprendre, où on commence à développer une relation. Et vraiment des couples qui n'arrivent pas à vivre ensemble pendant cette période. Cette période, je viens de commencer à conseiller un couple au Togo. Ils se sont mariés et la femme est allée étudier ailleurs. Le mari est resté au Togo et maintenant, après 5 ans, ils se retrouvent. Il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas. Ah, oui. Et un deuxième aspect, c'est les enfants. Quand les enfants commencent à venir, les enfants commencent à venir, la femme n'a jamais eu à prendre soin des enfants. Voilà. Donc elle est complètement confuse et toute son attention est attirée vers l'enfant. Elle est en train d'apprendre comment prendre soin d'un enfant. Et son mari devient jaloux. Tout à fait. Parce que sa femme n'a plus de temps pour elle, pour lui. Et voilà. puis, la nuit, l'enfant pleure, la femme prend soin, mais quand elle est fatiguée, elle rejette l'enfant sur le mari. Et puis, c'est la période où on dit que les maris ont des yeux rouges au lieu de travail. Parce qu'il n'a pas passé, il n'a pas bien dormi. Et donc, il a des yeux rouges au travail. Donc, vous voyez, c'est une période de réadaptation. Ouais. Et si vous ne savez pas comment le faire, ça va vous rater. Ouais. Et il a soulevé un point, c'est-à-dire la différence en genre. L'homme veut que la femme se comporte comme lui, l'homme, mais la femme ne pourra jamais se comporter comme l'homme. Et la femme aussi veut que son mari se comporte comme lui, elle, la femme, mais lui, c'est un homme. Donc, avant de s'en rendre compte, on a un problème entre nos mains. Comment je peux apprécier la femme et comment je peux apprécier mon mari avec un enfant et une maison à gérer. C'est ça. L'impression que j'ai quand j'écoute les PDG+, c'est-à-dire les femmes, jeunes femmes dans les couples, dans les jeunes couples là, c'est qu'il y a comme une sorte de confusion, une sorte de trouble. Parce que j'ai l'impression que les JOHB ne se retrouvent pas bien avec leurs femmes. Parce que il y a la question de la responsabilité, le rôle de l'homme. Raphaël me dira peut-être ce qu'il pense de ça. Et moi, quand je les écoute, je dis, mais qu'est-ce qui se passe chez nos JOHB? Je pense qu'on a une ignorance par rapport aux besoins réels de la femme, surtout en ce qui concerne les besoins affectifs. Et au départ, parfois, l'homme s'échigne à faire plaisir à sa femme. Il fait tout ce qu'il pense qu'il faut faire, en se disant qu'il est en train de prouver son amour à la dame. Mais peut-être que la dame attendait autre chose. Et elles nous disent, elles ne peuvent pas nous dire en même temps, je veux ça, parce que tant que ça ne vient pas de vous, quand c'est moi qui vous dis, ça perd tout son sens. Donc ça fait que, quelque part, il y a une certaine frustration, elles se renferment sur elles-mêmes, et ça crée une certaine tension. Et quand ça crée une certaine tension, l'homme aussi voit ça comme un manque de respect, comme un manque d'honneur. Donc ça fait des problèmes en cascade, mais c'est parti en fait des besoins affectifs de la femme qui ne sont pas satisfaits. En guillemets, elles disent nos hommes ne sont pas assez romantiques. Voilà. Donc, parce que ça veut dire qu'elles attendent des petites choses venant de nous que peut-être on ne fait pas. Nous, on est préoccupés par les grandes choses. Travailler, venir pouvoir aux besoins de la famille, ainsi de suite. Mais on ne fait pas très attention aux petits détails, certainement, qui plairaient à nos femmes. Je pense que c'est ce qui fait le gros problème
dans les relations qu'il y a maintenant entre les Joseph et puis leurs femmes PDG+. Sinon, de façon générale, pour les besoins, je pense que la majorité comprennent qu'ils doivent s'occuper de leur famille, ils doivent prier pour leur famille. En tout cas, tout ce qui est des besoins globaux, ils s'en occupent comme il faut. Mais si je ne m'abuse, ça c'est l'homme même, quoi. Oui. En fait, l'homme est fixé sur le pouvoir, sa Oui, compétence. c'est ça. Il veut démontrer C'est ça. que lui, il est vraiment l'homme, quoi. ça. Le Oui. chef de famille. Oui, oui. Mais au même moment, il ne descend pas à un certain niveau Oui. pour comprendre le côté relationnel de la femme. C'est ça. Bon, et je pense que nous en avons souvent parlé, mais il faut peut-être que les JOHB fassent l'effort quand même d'ouvrir les yeux sur certains besoins de leurs femmes et de voir comment combler cela sans que cela ne devienne un problème. Oui. Oui, c'est ça. Et ça demande vraiment aussi une sorte d'humilité, hein, moi je dirais. Humilité et pour être très attentionné, voir qu'est-ce que je peux faire pour satisfaire ma femme, pour vraiment qu'elle soit à l'aise, qu'elle soit épanouie. Et au lieu que ça rentre tout de suite dans un domaine de manque de communication, moi je crois plutôt qu'il faut regarder qu'est-ce qu'il faut faire. Peut-être que je suis en train de défendre un peu la partie des jeunes femmes là, Oui. mais si... Ça vaut la peine, maman, de défendre les femmes. Et je dois rebondir là-dessus, sur ce que Raphaël dit, c'est très bien. Parce que la femme est relationnelle. C'est ça. L'homme est rationnel. La femme est communicateur ou communicatrice, hein, mais l'homme est logique. donc, vous voyez, les différences commencent à ressortir là. C'est ça. Et en ce qui concerne la manifestation de l'amour, il y a 3 côtés d'un triangle de l'amour. Il y a l'amour agapé, il y a l'amour philia, et il y a l'amour éros. Voilà. Normalement, nous disons, comme des conseillers matrimoniaux, qu'un bon mariage doit avoir un triangle équilatéral. Mais normalement, ce n'est pas ça. Parce que les jeunes couples, l'amour éros est plus large que l'amour agapé et que l'amour philia. Et maintenant, donc, la femme qui est relationnelle, qui, donc, pour elle, l'amour sexuel est une affection, romance. L'homme, l'amour sexuel pour lui, c'est une activité, c'est la réjouissance, c'est physique, mais la femme est émotionnelle. Donc finalement, quand l'homme n'a pas été formé, quand l'homme ne sait pas que je dois préparer ma femme, je dois lui manifester l'affection, je dois lui manifester, vraiment prendre soin de ses émotions, ça crée maintenant un problème dans le foyer. Voilà. Donc les jeunes maris, s'il vous plaît, je dis toujours, il ne faut pas que vous accusez vos femmes. Votre femme sait ce que vous devez faire pour la plaire. Et il faut la demander. Et il ne faut pas dire que non, elle sait ça parce qu'elle a joué à la prostitution. Non, c'est naturel. Ouais. Dieu a mis en la femme le savoir intuitif pour pouvoir dire à son mari ce que son mari peut faire pour la plaire. Et il faudra qu'on fasse ça. La dernière chose au sujet de l'amour, en dehors de triangle, c'est ce qu'on appelle le langage d'amour. Ouais. Le langage d'amour, c'est un concept qui a été sérieusement élaboré par Gary Chapman, mais ça se trouve dans la Bible. Si vous voulez connaître le langage d'amour, lisez Cantique des Cantiques. Ouais. Maintenant, souvent, le mari ne connaît pas le langage d'amour de la femme. Et la femme ne connaît pas le langage d'amour de son mari. Donc, en ce moment-là, moi, j'ai eu le problème pendant 18 ans de mon mariage. Donc, cette période dont nous parlons. Ouais. Pourquoi? Parce que mon langage d'amour, c'est le temps de qualité. Mais le langage d'amour de ma femme, c'est les paroles d'appréciation. Mais quand je voulais manifester l'amour envers ma femme, je lui parlais mon langage d'amour. Mais elle ne comprenait pas. Voilà. Et vice-versa. Elle me parlait son langage d'amour. Je ne comprenais pas. Ouais. C'est quand nous avons compris
que chacun de nous devait parler le langage d'amour de l'autre, ça résout le problème. Exact. Donc il faut que les maris apprennent à aimer. C'est ça. Il faut apprendre. Oui, mais même là, pour apprendre, il faut comprendre aussi ces concepts. Voilà. Tout ce que nous sommes en train de dire. Et je pense que nous avons eu des enseignements autour donc de tous ces concepts-là, et les tempéraments, les langages d'amour et tout. Et je crois qu'il faut que les jeunes couples reviennent sur tout cela. Le livre Vos premières années de vie conjugale aborde toutes ces questions d'une certaine façon. Et moi, je crois que c'est l'occasion pour les jeunes couples aussi de s'asseoir souvent et de se cultiver par rapport à des domaines. Parce que certains ne lisent pas, certains ne cherchent pas à se documenter. Si je me rappelle bien, le témoignage du docteur Chou qui disait que c'est quand, après 18 ans de souffrance pour certains domaines, il a lu pour la première fois un livre de Gary Chapman. Et c'est à partir de là que ses yeux se sont ouverts sur certaines choses qu'il pouvait faire pour amener la paix dans la maison. Et ça du coup, ça a foyer. changé radicalement le foyer. Donc ça, c'est vraiment, on va vous demander, les JOHB, de pouvoir souvent vous documenter, lire et regarder un peu comment vous pouvez vous accorder pour certaines choses qui sont claires dans les concepts et tout. Et c'est pourquoi aussi, quand vous parlez de... Vos femmes disent que vous n'êtes pas romantique. Ça me rappelle un peu les questions du langage d'amour aussi. Hein? Bon, et Raphaël, qu'est-ce qui vous coûte à un anniversaire de votre épouse, très tôt le matin, d'organiser même à son insu vraiment des petits gestes et de la surprendre le matin avec un beau bouquet de fleurs? Moi, en tout cas, Papa Karambiri fait ça pour moi. Et donc, j'en suis très contente. Mais oui, je suis contente de voir vraiment le jour de mon anniversaire ou de l'anniversaire du mariage, vraiment un bouquet de fleurs avec une carte qui est bien écrite et tout. Et je retiens ça. Donc, je ne crois pas que ce soit plus que ces petits gestes, Raphaël. Ou bien, qu'est-ce que vous parlez, quand vous parlez de romantisme, c'est quoi? Là. Mais je pense qu'il y a une petite catégorie qui le fait. Il y a une petite catégorie qui le fait. Déjà. Et je sais que dans les discussions, parfois on dit vous, on ne peut pas faire comme vous parce que on va commencer quelque chose qu'on ne pourra pas terminer. Ça, c'est ce que les hommes disent. Par exemple, tenir le sac de sa femme quand vous venez à l'église. On dit mais si vous commencez ça, il faut terminer. Parce qu'un jour, elle va dire devant ses copines, tiens mon sac, ça va m'énerver. Voilà, c'est des choses comme ça. Sinon, c'est essentiellement ça, effectivement, ces petits gestes-là. Mais maman, je pense que peut-être à la décharge, mais ce n'est pas une excuse, je pense qu'il y a un fond culturel. Ah oui. Peut-être que, voilà, il y a beaucoup, ils sont gênés. Peut-être qu'ils veulent bien le faire. Il y a quelqu'un qui m'a dit, par exemple, qu'il est gêné que sa femme lui fasse une bise devant les gens. C'est bon. Vous voyez, donc il y a ce fond culturel-là qui fait que c'est comme un blocage pour eux. Voilà. Donc ça demande de revenir là-dessus constamment, se documenter. Voilà ce que je peux ajouter. Quelque part aussi, il y a le tempérament, docteur. Parce que quelqu'un qui ne veut pas que sa femme même lui tienne la main, et puis on voit ça, il ne veut même pas que sa femme le touche comme ça devant les gens, parce que c'est comme si... Donc ça fait quand même assez étrange et bizarre que des jeunes couples vraiment soient bloqués par des... Moi, je dirais des petites choses, Evra. Si, absolument, maman. Il faut le dire. Parce que c'est comme vous l'avez dit, il y a des petites choses qu'on ignore. On ne sait pas que peut-être ça peut faire plaisir à notre femme. Ben, on passe là-dessus. Et comme vous l'avez dit comme solution, il faut vraiment se cultiver. Et là, les sources... accepter, pas seulement se cultiver, mais accepter. Absolument, et tout à fait. Je peux. Oui, je crois qu'il y a aussi un problème de temps. Parce que pour manifester de l'affection envers sa femme, encore faut-il être à côté d'elle, au temps où elle a besoin que tu sois là. Les hommes sont trop occupés aujourd'hui. Et moi, je dis généralement aux jeunes là, normalement, un homme doit être à 3 endroits seulement. C'est-à-dire, s'il n'est pas à l'église,
il est à la maison. S'il n'est pas à la maison avec sa femme, il est à l'église, au travail. En dehors de ces 3 endroits, s'il est ailleurs, il est en train de voler le temps du couple. Voyez. Donc ce temps de qualité dont a parlé le docteur Chou, c'est un temps matériel avant d'être un temps, un moment où l'homme emploie des petites astuces pour plaire à sa femme. Donc il faut qu'il soit présent et que chaque fois que le temps est donné, qu'il puisse exploiter ce temps-là pour être à côté de sa femme. Ça fait beau de voir un homme qui est assis chaque fois avec sa femme, quand il est libre, et ensemble assis, même s'il n'y a rien à faire ensemble, le fait d'être ensemble assis là, ça fait déjà quelque chose. Et je crois que beaucoup de femmes, en tout cas, disent qu'elles manquent de ça. Et elles en ont vraiment besoin. Elles en ont vraiment elles en ont besoin, mais Pasteur Oumarou, quand vous dites les 3 endroits, voilà. S'il n'est pas à la maison, Ouais. il doit être au travail. Au travail. S'il n'est pas au travail, Il est à l'église. Voilà. Si, Il parle en tant si que dans le pasteur. jeune couple, Raphaël me dira, si aujourd'hui, dans le jeune couple, et ce sont ces 3 endroits, Ouais. les femmes continueront, Raphaël, les femmes continueront à dire que vous n'êtes pas romantique. Voilà. Parce que et ça veut dire que, en dehors, vous imaginez un jeune couple de 0 à 15 ans de choses, c'est l'église, c'est la maison, c'est le travail. Un point, c'est tout. Et c'est là où le problème de romantisme là-bas. Pour moi, hein, un homme, soit il est au travail, et s'il a fini son devoir, il doit rentrer à la maison. Et s'il n'est pas à la maison, il doit être à l'église. Si le temps, il trouve du temps ailleurs, ou bien du plaisir à se retrouver causer longtemps avec ses amis, ce n'est pas normal. Parce que les femmes se plaignent qu'ils ne voient jamais leur homme. Du matin au soir, il y a combien d'heures? 12 heures. Alors, si parmi ces 12 heures-là, tout le reste est occupé par le travail, le plaisir, la recherche du plaisir avec ses amis, alors c'est un vol du temps qu'on doit passer avec sa femme. Ça fait du plaisir quand vous arrivez chez quelqu'un. Un des indices qui montre que vraiment c'est un couple assez stable, c'est de le voir le plus fréquemment possible assis ensemble. Il y a aussi dans ce temps-là, on peut sortir, mais qu'on les voit ensemble, causer, etc., etc. Voyez. Il y a aussi le problème de l'investissement dans la vie du couple. Ce n'est pas le matériel acheté, voiture donnée. On peut acheter une voiture à une femme et elle va être malheureuse. Voyez. L'investissement, j'ai dit quoi? Aller chercher à étudier pour comprendre comment est ma femme en tant que femme. Chercher à étudier pour savoir comment les relations avec ma femme doivent être. Si les hommes étudiaient ça dans leur couple, comme ils étudient par exemple dans un cycle de formation pour réussir par exemple son doctorat ou quelque chose comme ça, ça irait mieux. Les gens ne mettent pas l'importance sur le couple. Ils se disent, ah, une fois que c'est marié, ils disent c'est fini, elle est chez moi, la femme aussi dit je l'ai, c'est fini. Il n'y a plus d'enjeu de combat pour conserver, pour gagner ce couple-là et puis maintenir une vie équilibrée. Les gens n'investissent pas réellement dans la vie de couple. De leur temps, premièrement, ensuite de leur connaissance. Étudier pour savoir, soit à travers les livres, il y a des programmes qui sont, par exemple, vous donnez à l'université Diaconia le conseil matrimonial, voilà, sur la vie conjugale. Rien que pour ma famille, je peux m'inscrire pour pouvoir comprendre comment ça doit fonctionner. Mais dites ça à des hommes, ils vont préférer peut-être aller faire une expérience ailleurs que de prendre du temps pour étudier la vie de couple, à quoi ça va me servir. Déjà, mes grands-parents n'ont pas fait ça, mais comment ils ont vécu? Mal vécu. Beaucoup de grands-parents sont morts frustrés parce que leur vie de couple n'a pas été de qualité. Vous voyez. Je me rappelle, il y a un homme, le témoignage d'un couple que j'ai entendu, mais je voulais en pleurer. La femme dit que depuis qu'ils sont mariés, ils ont 8 enfants. Et les 8 enfants, c'est 8 rapports sexuels. Dès qu'ils sont mariés, l'homme l'a touché, elle a piqué grossesse, l'homme ne s'en est plus approché. Voilà. Il est ailleurs avec les jeunes filles et il laisse la femme souffrir. Elle n'a pas besoin de ça. Vous voyez. Et il calcule. Chaque 3 ans, il vient vers elle, fait l'enfant. Dès qu'elle est en grossesse, le gars saute, il va ailleurs. Alors, une telle femme, elle ne peut pas être heureuse. Vous voyez. L'homme, lui, il trouve son plaisir ailleurs, pendant que la femme est abandonnée à son sort. Vous voyez. Donc, l'homme ne prend pas, nous ne prenons pas généralement du temps pour étudier la vie que doit être celle de nos couples. On ne met pas le temps qui est nécessaire pour que le couple puisse tenir bien et puis être bien affermi. Voilà.
Donc, il y a cet aspect aussi que je peux Oui, je veux relever. Docteur. merci, Pasteur Oumarou. Je veux, avec votre permission, maman, je veux rebondir sur la gestion du temps. Et je dis, il y a deux types de temps en grec. Il y a le chronos et il y a le kairos. Bon, je veux parler d'abord du chronos. Chacun de nous a 24 heures par jour. Et ces 24 heures doivent être divisées en 3 morceaux. Il y a 8 heures pour le travail, il y a 8 heures pour le sommeil et il y a 8 heures pour la vie personnelle. Mais la plupart de nous, on ne fait pas 8 heures de sommeil. Donc on peut enlever 2 heures là-bas et ajouter sur les 8 heures personnelles. Et ça fait 10 heures. Et ces 10 heures, tu dois être capable, en tant que mari, sur les 10 heures, donner au moins 2 heures avec ta famille. Minimum. Donc quand tu quittes le travail, tu rentres à la maison, tu passes du temps de qualité. Nous appelons ça temps de qualité avec ta femme et avec tes enfants. Si chaque jeune mari arrive à donner 2 heures de temps de qualité avec sa femme et les enfants, je pense qu'aucune de ces femmes ne va se plaindre. Donc, je crois vraiment que c'est un problème de comment est-ce que je gère mon temps. Il faut qu'ils revoient comment ils gèrent leur temps. Et ça va beaucoup aider ces couples. Oui, Evra, oui. En fait, je voulais dire, au-delà de toutes les solutions qui sont proposées, il faut dire que le jeune chrétien dans le foyer doit se soumettre à la parole de Dieu. Tous les enseignements qu'il reçoit, il doit obligatoirement obéir, parce que je pense que c'est la base. Il faut obéir à l'auteur du mariage, celui qui a bien institué le mariage. Ouais, si on quitte ce cadre-là, il serait très difficile de pouvoir vraiment s'entendre ou encore appliquer certains principes qui peuvent aider dans le mariage. Ouais. Connaître la parole de Dieu Ouais. et l'opérationnaliser par rapport à la vie du couple. Exactement. Et permettez-moi d'aller tout droit sur un point aussi qui est un domaine de souffrance souvent dans les jeunes couples. Et ça, souvent, on peut s'asseoir et puis ne pas trop bien comprendre. C'est sur le plan sexuel. Et dans ce domaine, j'ai l'impression qu'il y a certains défis qui sont relevés, qui sont évoqués. Et certaines femmes qui ne semblent pas vraiment épanouies. Alors que c'est la période même de l'activité sexuelle, docteur, C'est ça. où normalement les choses devaient aller très bien, mais on a l'impression qu'à ce niveau aussi, il y a certaines choses qui ne fonctionnent pas bien. Donc, je ne sais pas, hein, Raphaël, comme vous... Ouais. C'est vraiment un sujet de préoccupation. Et dans les échanges, ce qui revient, c'est que les hommes disent on est parfois stressé par le travail. À force de courir pour chercher à satisfaire la famille, quand ils rentrent à la maison, ils sont fatigués, ils sont stressés. Et c'est ce qui fait que parfois, ils ne sont pas, ils sont pas opérationnels. Mais je pense que ça, ça doit être juste une excuse, mais ça doit être plus profond que cela. Je pense en réalité que, comme vous avez dit, on est rentré dans le mariage. Il y a beaucoup d'aspects qu'on n'a pas essayé de comprendre. Et donc, on ne s'est pas cultivé sur beaucoup d'aspects concernant la vie de mariage, là notamment la vie sexuelle. Donc, du coup, on est surpris. Et parfois, les hommes sont surpris, ils ne comprennent pas pourquoi lui, il trouve du plaisir et puis sa femme ne peut pas trouver du plaisir. D'où encore l'idée de la différence qu'il peut y avoir entre un homme et une femme. Donc ça encore, je pense que ça nécessite que nos jeunes soient informés, qu'ils comprennent que voilà, on doit s'instruire là-dessus et puis faire les choses qu'il faut et tenir compte aussi de la différence de la femme dans ce domaine-là. Voilà ce que je peux ajouter. Merci Raphaël. Vraiment, je suis étonné. Étonné de savoir que c'est la plainte que les hommes donnent. Parce qu'en réalité, pour moi, le plus grand problème, c'est l'ignorance. Ouais.
Évidemment, si les jeunes hommes travaillent beaucoup, vraiment, ça peut être un point. Parce que certaines femmes ont confessé que leur mari aime les rapports sexuels à 5 heures le matin. Donc, ça veut dire qu'effectivement, il était fatigué. Donc, il a eu tout le temps de se reposer. Et après, maintenant, il est en forme. C'est possible. En ce moment-là, peut-être la femme peut s'adapter ou bien ils vont s'arranger. Mais sinon, un homme qui travaille beaucoup, s'il ne peut pas prendre le temps de se reposer pendant le travail, il peut prendre le temps de se reposer dès qu'il rentre à la maison pour être en forme. C'est possible. Mais je dis, le plus grand problème, c'est l'ignorance du fait que le rapport sexuel chez l'homme, c'est physique, une activité physique, mais le rapport sexuel chez la femme, c'est purement psychologique. Purement psychologique. Et la femme commence les rapports sexuels par l'affection, par la satisfaction des émotions, par la romance. Donc, si les affections ne sont pas comblées, si l'aspect romantique n'est pas accompli, la femme ne va pas se jouir des rapports sexuels. Et donc, l'affection commence tôt le matin, pendant toute la journée. Maman nous a donné un exemple fantastique. Je suis en train d'apprendre. Vraiment, je ne suis pas très bon à ça. Mais envoyez des messages à votre femme. Ramène des fleurs. Envoyez même des fleurs. Envoyez des petits messages. Je t'aime, tu me manques et tout ça. Ça va la préparer psychologiquement. Les femmes ont besoin de toujours de l'assurance que leur mari les aime. Et maintenant, ça c'est l'aspect d'affection. Maintenant, quand tu reviens, il faut maintenant l'aspect de la romance. Et quand la femme est bien excitée, elle va se jouir des rapports sexuels. Et je vous assure, si votre femme est satisfaite au lit, elle va vous donner tout. Et bon, en fait, ce côté romantique-là revient. Ça revient plusieurs fois. Ça revient, ça veut dire que vous avez les JOHB, vous devez fournir un effort quand même dans ce domaine. C'est vrai. Parce que si les femmes en parlent et que, vous voyez, ça se confirme d'une certaine façon, ça veut dire vraiment que les JOHB, vous devez vraiment fournir un effort et voir des petites choses à faire. Il faut que vous acceptez aussi le faire. Parce que si certains se disent que je ne suis pas dans mon éducation, je n'ai pas pris l'habitude de faire ces choses. Il y a même un JOHB à qui la femme a donné un très beau bouquet de fleurs. D'abord, il a un peu méprisé ça. Parce que lui, il ne comprenait pas qu'on lui offre ça. Et après, quand il a vu le coût du bouquet, il a pris ça, il a jeté. Il dit et il dit que regardez, que des herbes comme ça. Pourquoi il peut mettre tant d'argent et la femme a pleuré. Bon, parce que après, l'homme dit que... Mais, tout le message qui accompagne, vous voyez, tout le message qui accompagne ça. Bon, donc c'est pour dire que ce côté, je suis en train de me rendre compte que le côté romantique là, c'est que ces jeunes femmes sont en train d'essayer d'exprimer, c'est une pure réalité. Et il ne faut pas qu'on néglige ça, on ne va pas juste en rire. Mais il faut que vous voyez comment, il faut d'ailleurs qu'on voit comment enseigner encore sur ces choses. Pas seulement enseigner, mais que vous acceptez, vous remettre en question par rapport à ça. Parce que ce côté de romantisme-là est en train de revenir à tous les coups. Donc, ce qui montre vraiment que c'est une réalité qu'il faut résoudre. Et puis, il y a des jeunes hommes de bien, Joseph, hommes de bien, qui disent que leurs femmes ne les attirent pas sexuellement. Bon, donc il y a un problème aussi par rapport à ça. Alors que, normalement, c'est dans cette phase d'ailleurs qu'ils doivent être sexuellement actifs. Bon, donc, ces problèmes qui surgissent là au point où un jeune Joseph, homme de bien, qui peut dire que sa femme ne l'attire pas sexuellement, moi je crois qu'il faut voir qu'est-ce qu'il y a à résoudre à ce niveau.
Peut-être que c'est pas docteur. Je ne sais pas si vous avez dit là-dessus. Non. Mais je veux dire, vraiment, c'est un problème sérieux. Il faudra chercher à savoir pourquoi. Pourquoi? Le premier problème ici pourrait être un problème, je ne sais pas si ça peut être ça, mutilation génitale. Mutilation génitale. Mutilation génitale. Ouais. On a eu des cas L'excision. des jeunes couples qui ne savaient pas que sa femme a eu ce genre de incisions. Et après le mariage, on en découvre. Et ça crée un problème. Parce que sinon, je n'arrive pas à comprendre. Le garçon est attiré vers la femme par sa beauté. En fait, c'est vraiment les 5 sens. Sa beauté, son odeur, son caractère. Il admire la femme. Et ce n'est pas possible qu'après le mariage, tu n'es plus attiré sexuellement. Il doit y avoir un problème profond qu'on doit chercher à savoir. Et parmi les problèmes, est-ce qu'on ne peut pas parler de l'infidélité aussi dans les couples? Oui. Avant de parler de l'infidélité, moi je dirais que certaines femmes sont vite, se relâchent rapidement. Une fois qu'elles sont mariées, Ah oui. ce qu'elles employaient pour attirer l'homme là, elles se disent, moi ce n'est plus la peine. Je suis déjà dedans, Oui, je n'ai pas c'est besoin ça. de conquérir encore oui, le monsieur. tout à fait. Alors, et elles se laissent elles-mêmes. Elles sont sales, elles ne prennent plus bien soin de leur corps, comme quand elles étaient jeunes filles, Oui. pour pouvoir attirer. Bon, déjà ça c'est un problème. Il y a aussi la maladie qui peut intervenir. Et puis, bon, agir d'une façon ou d'une autre, que l'homme trouve peut-être qu'elle n'est plus comme avant. Et il y en a aussi qui prennent, soit qui grossissent, qui prennent du poids. Oui, la Voilà. corpulence. Et qui changent de morphologie. Voilà. À force de... Voilà. Tout ça là, c'est parce que, bon, on s'est dit, non, je n'ai plus besoin de lignes, je suis déjà dedans, alors je n'ai plus besoin de faire un effort pour me faire conquérir. Bon, je crois que les sœurs aussi doivent travailler sur cet aspect-là. Mais Bien qu'on est dedans, il faut s'entretenir, être propre, bien se nettoyer, bien s'habiller, et par les mots également, il y en a qui deviennent, disent, bon, comme je suis dedans, alors s'il dit I, moi si je dis I, non. Il faut avoir la même élégance qu'on avait avant pour attirer l'homme. Ouais. Et quelqu'un l'a dit, je crois que c'est le docteur Chou, il faut faire la cour à l'homme, même quand on est marié. Certaines femmes ne font plus la cour et disent, je ne vais plus me donner la peine pour ça, c'est déjà fait. Alors que si elles le faisaient, ça allait changer un peu, en tout cas la donne au niveau de l'homme. Et moi je crois que c'est ça qu'il faut faire. Je suis tout à fait d'accord avec vous, toi, Pasteur Maro. Mais je veux dire, j'ai eu ce problème avec ma femme. Chaque fois que je dis à ma femme, tu n'es même plus la femme que j'ai épousée. Ah. Ma femme me dit, tu ne peux pas manger ton gâteau et encore la voir. Qu'est-ce qu'elle voulait dire? Ah oui. Je suis la mère de 2, de 3, de 4 enfants. Ah, 4 enfants, c'est vrai. Que tu veux ou pas, ma morphologie va changer. Bon, parce que quand la femme commence à prendre la grossesse, il y a beaucoup de changements hormonaux en elle. Si la femme n'est pas très, très méticuleuse, elle va prendre du poids. Ouais. Ça vient, c'est naturel, ça vient normalement. Donc, si après l'accouchement, le mari ne l'aide pas à perdre le poids, elle prend encore une autre grossesse sur le poids antécédent, elle ne va aller de poids en poids. Et enfin, le mari va commencer à dire que tu n'es plus la femme que j'ai épousée. Et la femme va te dire, mais tu ne peux pas manger ton gâteau. Tu vas encore la voir. Donc, je crois que le jeu doit être fait à 2 niveaux. Le mari doit aider la femme et la femme aussi doit être consciente de cela. Tout à fait. C'est très bon. Merci. Ok. Équilibré. Est-ce que Evrar a juste un mot à dire? Oui, Parce que maman, c'est nous allons pour- vers la fin un peu. Oui, à la suite de ce que le docteur a dit, c'est que le mari doit apprendre à connaître la femme. Et pour cela, lorsqu'il y a un problème, surtout sur le plan sexuel qui est devenu un tabou, les gens n'en parlent pas, alors que ce problème-là existe et ça touche beaucoup de personnes, beaucoup de foyers. Alors, je pense qu'il y a lieu à un moment donné pour les deux de s'asseoir et parler. Il faut qu'ils arrivent
vraiment à identifier le problème exactement et ensemble trouver la solution. Mais, maman, je vais ajouter quelque chose. Il me fait rappeler de quelque chose. Les parties génitaux de la femme est un muscle. Et quand la femme accouche, vous voyez, la femme accouche un gros enfant de 3 kilos. Donc, les muscles s'étendent. Et les rapports sexuels, le plaisir des rapports sexuels viennent à cause de l'acte de friction. Donc, l'acte de friction devient de moins en moins perceptible quand il y a cette élasticité qui est perdue. Donc, nous conseillons en tant que de médecins un exercice qu'on appelle l'exercice de Kelly. L'exercice de Kelly, c'est quoi? Chaque femme peut avoir ça, peut expérimenter, peut le faire pendant toute la journée. Quand vous allez uriner, vous coupez les urines au milieu de la moitié de la vessie vidée. Vous avez exercé l'exercice de Kelly. Et la femme peut faire cet exercice pendant toute la journée. Dans le taxi, dans sa voiture, dans la cuisine. Et pendant qu'elle fait cet exercice, ça renforce, ça reconstruit les muscles et la tonicité de ses organes sexuels. Et après, maintenant, les rapports sexuels peuvent encore être aussi réjouissants comme avant. Donc, il y a beaucoup de ces éléments que la femme et l'homme doivent savoir et savoir comment s'en prendre. En écoutant tout ce que nous sommes en train de dire, j'ai envie de dire qu'il y a aussi une question de volonté. Peut-être que Raphaël nous dira comment ça se passe à votre niveau. Est-ce que les jeunes hommes sont vraiment volontaires pour changer les situations? Parce que vous voyez, quand le jeune couple ne s'épanouit pas comme il faut que vous vous arrêtez pour regarder de près qu'est-ce qui ne va pas et être volontaire pour trouver les solutions, réfléchir sur les solutions et changer fondamentalement. Sinon, à la longue, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est les questions de violence qui peuvent s'installer doucement parce que justement, les premiers paliers de problèmes ne sont pas résolus. Et donc, moi, je ne sais pas ce que vous pensez, mais il faut vraiment que vous soyez décidés à résoudre les situations et que vous ayez la bonne volonté pour résoudre les situations. Et tout en sachant qu'il vaut mieux que vous travailliez à votre épanouissement commun pour que la famille se porte bien. Voilà. Donc, c'est d'où l'importance justement de ce cadre de Joseph, homme de bien. Je pense qu'il va être un cadre où on va parler de tous ces sujets sans tabou pour que les hommes comprennent. Parce que je pense que peut-être il y a beaucoup qui ne savaient pas que la faute leur incombait. Bon, pour eux c'est normal, ils ne comprennent pas pourquoi ça arrive. Mais avec les échanges, avec les partages d'expériences, beaucoup comprendront que c'est une situation qu'on peut améliorer. Et nous sommes en train d'aller à la fin de cette très belle émission. Et je voudrais voir avec chacun de vous, est-ce que, Pasteur Oumarou, vous avez quelque chose qui vous tient à cœur, que vous voulez dire pour la fin de cette émission? Rapidement, c'est vraiment inviter les Joseph, hommes de bien, à chercher qu'est-ce qu'il faut faire pour que leur foyer soit équilibré. Parce qu'il y va même du succès de leur vie de couple. Une fois que l'équilibre est perdu, on ne peut plus avancer. Il faut chercher la solution et il faut tout faire pour y remédier, quels que soient les efforts que cela demande. Et ce sera en tout cas pour le bonheur du couple. Et je sais qu'il faut y travailler. Je sais qu'il faut y travailler pour que vraiment trouver la solution qui convient. Évrard, est-ce que tu as quelque chose qui te tient à cœur, que tu veux dire à la fin de cette émission? Merci, maman. Je disais qu'il fallait que la question de volonté soit vraiment très bien traitée dans le foyer. Parce que si le couple, le jeune chrétien dans le foyer ne se décide pas à résoudre le problème avec sa femme,
Ce n'est pas quelqu'un qui quittera en fait dehors pour venir résoudre leurs problèmes. Voilà. Personne ne pourra résoudre le problème. Donc il faut absolument les deux qui puissent s'asseoir et résoudre vraiment le problème. Ok. Docteur Chou? Oui, je veux rejoindre son idée pour dire qu'en réalité, le mariage, c'est la deuxième meilleure chose que Dieu a créée. Après la connaissance, après une relation avec le Seigneur, après l'intimité, la deuxième chose qui donne le bonheur, qui donne l'aisance, qui donne vraiment la réjouissance, Ouais. c'est le mariage. C'est ça. Et les jeunes couples doivent le comprendre. Ouais. Je crois que papa et maman sont un modèle. Et si vous connaissiez mon couple, ça devait être un modèle aussi. Ouais. Il faut savoir que vraiment c'est la réjouissance dans le mariage. C'est ça. Mais comme il a dit, il faut deux personnes pour bâtir le mariage. Donc si le mari est volontaire et la femme aussi est volontaire, les deux ensemble, avec Dieu au milieu de notre mariage, vont faire un bon mariage. Et bien, il faut comprendre, au début, il y a toujours des petites frictions. Ouais. C'est naturel, c'est normal. Vous mettez deux personnes qui ont grandi dans deux endroits différents avec les deux personnes. Il y a toujours des frictions, mais si vous prenez l'engagement, ça va marcher. Ok. Raphaël? Merci, maman. Voilà. À la suite de ce que les autres ont dit, je voudrais nous exhorter, nous les Joseph, hommes de bien, à valoriser nos femmes, à tenir compte des besoins de nos femmes, parce que la parole de Dieu dit que c'est une aide pour nous. Et lorsque une femme est épanouie à la maison, l'homme aussi est épanoui, la famille est épanouie, et c'est toute la famille qui gagne, c'est la société qui gagne. Merci, maman. Ok. Donc, pour terminer cette émission, je vais demander au pasteur Oumarou de prier par rapport à ces points que nous avons abordés et en même temps de prier pour les jeunes couples. D'accord. Je pense que cela est nécessaire. D'accord. Donc, prions. Excellent Père de grâce, nous te remercions pour cette émission qui a abordé, en tout cas, des questions très importantes de la vie du couple. Nous ne nous sommes pas posés en donneur de leçons. C'est un partage que nous avons fait afin d'édifier les couples qui nous ont suivis. Père de grâce, je te remercie parce que ce temps, ce peu de temps que nous avons partagé a certainement été utile pour aider des couples qui ont pu écouter. Maintenant, je demande pour tous les couples qui sont en difficulté présentement, où qu'ils se trouvent, que tu étendes ta main, que les blessures soient vraiment réparées, que le cœur soit restauré et que les couples soient restaurés pour que vraiment ton nom soit glorifié. Parce que pour qu'une église soit forte, il faut qu'elle soit constituée de membres forts. Et ces membres forts-là, on les recrute dans les familles. Faire en sorte qu'entre les hommes et les femmes, il y ait l'entente, que la confusion, la mésentente et l'incompréhension disparaissent de tous ces couples-là. Et que par ta grâce, où il y a un couple, que ta paix intervienne. Et que vraiment ton nom soit glorifié dans la vie de tes enfants et qu'ils soient bénis, que tous les couples soient bénis, les jeunes couples d'âge compris entre 0 et 15 ans, que tu les aides à être fermes et à passer ce cap-là pour vivre dans une vie équilibrée de couple. Père Saint, tu bénis tous les couples qui ont suivi, ceux qui n'ont pas suivi aussi, que ta grâce repose sur eux, au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Et merci à vous tous. Nous terminons ainsi cette émission et nous espérons trouver une autre opportunité pour approfondir certains points qui n'ont pas pu être abordés à cette émission. Et notre prière, c'est que les jeunes hommes de bien, Joseph, homme de bien, puissent s'épanouir avec leur PDG+. Amen. Et que la grâce de Dieu repose sur chaque famille, tous ceux qui ont été en contact avec nous, au nom de Jésus-Christ. Et à la semaine prochaine, Dieu voulant.